Grid Island est un arc souvent décrié pour sa longueur inutile et son effet isekai qui a déçu de nombreux fans. Pour autant, j'adore cet arc et pour rien au monde je n'en dirais du mal, tellement on a pu voir un rapprochement entre les protagonistes Gon et Killua, de leur entraînement et de nouveaux personnages qui sont objectivement spéciaux et que j'aime tout particulièrement. Mais aujourd'hui, on ne va pas s'attaquer ni au manga ni à l'anime, mais bien à l'Examen Hunter IRL organisé par Watch, qui a sorti 2 nouvelles vidéos nous expliquant comment va se dérouler cette épreuve. Et croyez-moi, et je ne suis pas le seul, cette nouvelle nous réjouit énormément. Mais tout d'abord, je vais vous raconter les règles de cette épreuve. Cette épreuve prend la place du test de moralité qui objectivement était horrible, on ne savait même pas de quoi ça allait parler, qui était très décrié, même moi j'avais fait une critique par rapport à ça dans ma dernière vidéo sur le stratagème de l'Examen Hunter IRL. Mais cependant, contrairement au test de moralité qui aurait été placé en 4ème position parmi les épreuves que l'on doit faire pour devenir un Hunter, cette épreuve sera placée en 2ème position. Donc, juste après les 10 km que les candidats vont devoir parcourir pour atteindre cette épreuve. Dans cette épreuve, il y aura 100 cartes. 100, pas 5, mais on s'est compris. Qui seront disposées dans un espace limité, précis, dont on ne connaît pas encore les lieux, et aux dimensions aussi inconnues. Ça, on revient plus tard dans la vidéo pour l'estimer. Le but de cette épreuve est très simple. Trouver une carte, la prendre, la ramener à un examinateur à la fin de l'épreuve et vous êtes qualifié. Des accessoires comme une bague qui a une caractéristique encore inconnue ou un book qui permet de détenir la carte que tu auras trouvée ou non à l'issue de cette épreuve vont être disposés à chacun des candidats. Chaque carte est différente et peut avoir un pouvoir spécifique. Certaines et la plupart auront juste un passe-droit pour la prochaine épreuve de l'examen. D'autres ont des pouvoirs différents qui permettent à l'utilisateur d'avoir un bonus pendant l'épreuve et même hors de l'épreuve. Et quand je parle de cartes qui peuvent s'utiliser hors de l'épreuve, je fais bien évidemment référence à ces 2 cartes. Ce sont des cartes de haut rang. L'une, Résurrection, permet à l'utilisateur, s'il a été éliminé lors de l'examen, de revivre. Elle n'est dispo qu'en un seul exemplaire et est à usage unique. De l'autre, on a la carte Mortalité qui permet à l'utilisateur de celle-ci d'éliminer un candidat toujours en lice dans l'épreuve et qui pourrait être utilisé bien après la 2ème épreuve Grid Island. Faites gaffe. N'oubliez pas également que vous avez la possibilité d'affronter au moins une fois un adversaire de votre choix que vous croisez pendant l'épreuve. En bref, ça va être la guerre et on ne connaît toujours pas les modalités de cette épreuve ni les modalités de ces défis qui seront donnés au cours du 1vs. Même si je vous le dis honnêtement, je pense que ce sera un défi qui sera mis en accord avec les 2 participants qui s'affronteront. Une fois cela dit, je vais devoir vous parler de quelque chose qu'on ne pense pas assez, mais on va se mettre à la place du coup des spectateurs, et on va estimer le temps entre la fin de l'épreuve des 10 km et le début de l'épreuve Grid Island. Combien de temps sépare ces 2 épreuves? Si on veut un jeu avec des alliances par équipe par exemple, et avec aussi de la trahison, un max d'adrénaline et du suspense jusqu'à la fin, il faudra au moins quelques heures avant de commencer l'épreuve Grid Island. Après, je parle de quelques heures, mais ça peut même être une journée entière. Tout dépendra des fonds que récoltera Watch avant le début de l'examen. Donc, pour vous la faire simple, je pense qu'il y aura au moins 5, 6, 7 heures entre ces 2 épreuves pour qu'on crée des alliances et pour ensuite que pendant l'épreuve, on puisse se trahir et faire des jeux d'alliance et de trahison. Ensuite, on va estimer le nombre de candidats qui vont participer à cette épreuve. Pour cela, je me suis basé sur 2 possibilités que je vais vous faire part. Première possibilité, théoriquement, tous les candidats peuvent passer à la 2ème étape. S'il n'y a pas de limite de place, mais une limite de temps. Si la limite de temps est de 45 minutes, il est théoriquement possible que les 300 candidats puissent se qualifier. Même si en réalité ça ne sera pas le cas, imaginons qu'on ait 300 athlètes professionnels, ils arriveront à le faire dans le temps imparti. Dans ce registre, la zone de l'épreuve risque d'être énorme. C'est pour ça que je me suis aidé de ChatGPT pour estimer à peu près la superficie et pour donner un lieu à cette épreuve. Évidemment, un lieu théorique, ça ne sera pas le lieu de l'examen. Ici, pour ne pas que les candidats ne se marchent dessus, ChatGPT a décidé de me donner un terrain de 17 hectares en me choisissant les bois de Vincennes.
qui se trouve en banlieue parisienne. Et objectivement, c'est magnifique, j'adore l'endroit. Avec cette superficie, on pourrait trouver une carte tous les 20-30 mètres. Ça peut vous sembler ridicule ou peu énorme, mais n'oubliez pas que ces cartes font la taille d'une carte bleue dans la nature, à des lieux qu'on ne connaît pas. Pour vous dire, même une carte qu'on pourrait trouver par terre, ça pourrait devenir compliqué. Surtout si 300 candidats sont en pleine forêt pour chercher la même chose que vous. C'est la fin de cette première possibilité, maintenant passons à la deuxième possibilité qui pour moi serait la plus juste et normale. Selon cette deuxième possibilité, la première épreuve va éliminer beaucoup de gens. Et pour moi, ce serait plus logique qu'on fonctionne avec des places définies à l'avance. Imaginons que le nombre de places pour avancer vers la prochaine épreuve qui est Grid Island soit de 200. Et je dirais même plus précisément 180 avec le nombre de tricheurs qu'on va trouver dans le lot. Oui, il y aura des tricheurs et ils seront disqualifiés, ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, ce fonctionnement me fait beaucoup penser à l'examen Hunter IRL qui s'est déroulé aux États-Unis l'an dernier, où des tricheurs reconnus ont directement été disqualifiés, ce qui a réduit à peu près le nombre de participants directement de moitié. Dans le même registre que la recherche de lieux pour cet examen avec ce nombre de participants, j'ai demandé à ChatGPT et il a réussi à m'en trouver un. Il estime que pour 180 participants, il faudra un terrain de 10 hectares. Soit ici, le parc de Clichy-Batignolles, Martin Luther King. Bon, je suis désolé, j'avais pas réussi à trouver autre chose. Je lui ai demandé, oui, est-ce que tu pourrais me trouver quelque chose d'autre en France? Bon, il est un peu bugué. ChatGPT. Et ici, les cartes seront séparées de 30 mètres environ les unes des autres, ce qui permet un répartiment à peu près plus égal. Mais alors, comment, avec tous ces éléments, on peut gagner cette épreuve? Eh bien, tout d'abord, je vous dirais de ne pas être en équipe. Ici, on va traiter uniquement des stratagèmes qu'on peut utiliser en solo. Parce que être en équipe, ça revient peut-être à mettre en confiance une personne qui peut nous mettre un couteau dans le dos. Et c'est absolument pas ce qu'on veut. Surtout qu'on sait très bien, durant l'examen Hunter, tout le monde a envie de survivre, tout le monde a envie de gagner. Donc forcément, un couteau dans le dos, ça peut très vite arriver. Tout d'abord, pour reprendre les deux possibilités, je vais vous expliquer pourquoi il est primordial d'aller rush les cartes, en vous expliquant tout d'abord pourquoi est-ce que quelqu'un qui ne rush pas les cartes est dans l'erreur. Celui qui attend pour chasser ses adversaires durant les 20 dernières minutes commet peut-être une grave erreur probabilistique. Il y aura beaucoup, mais alors beaucoup de gens qui vont utiliser la technique de la chasse vers la fin. Car ils se diront, c'est un duel entre moi et lui, 50% de chance à peu près équivalent entre le chasseur et la proie, pile ou face, quitte ou double, je passe ou je ne passe pas. Sauf que 50% de chance de passer sur cette épreuve, ce n'est pas suffisant. Et ici, on a envie de mettre toutes les chances de notre côté. Surtout que même quelqu'un qui a voulu rush les cartes dès le début et qui s'est trompé et qui n'a pas réussi à trouver une carte avant la fin du temps imparti, eh bien il peut utiliser cette technique. Donc dans tous les cas, il faut aller rush les cartes. Bon, une fois cela dit, on va directement passer au cas que je préconise, c'est-à-dire aller rush les cartes directement. Si on rush les cartes directement, il y a de fortes probabilités qu'on tombe déjà sur notre première carte durant les 20 premières minutes. Et même qu'on en tombe sur plusieurs. Mais alors qu'est-ce qu'on fait du surplus? On le donne à notre coéquipier? Ah bah non, on n'a pas de coéquipier. Eh bien ces cartes, on va les garder pour nous. On ne peut pas les mettre dans notre book, car notre book ne peut détenir qu'une seule carte, la carte qui va nous qualifier. Mais ces cartes, ici, on va les cacher. Et pourquoi est-ce qu'on va les cacher? Eh bien tout simplement pour éliminer le plus de personnes possible. Car oui, ces cartes sont un passe droit vers la troisième épreuve. Donc 100 personnes seront qualifiées. Sauf que si on essaye de cacher les cartes et de faire en sorte que moins de personnes soient qualifiées, plus ça va te rapprocher de ton objectif de devenir un hunter. D'ailleurs, je tiens à le dire, cette technique d'élimination me fait beaucoup penser au duo qu'on a réussi à retrouver dans la saison 3 de Squid Game. J'espère que vous avez la ref. Si on peut éliminer le plus de personnes possible sur cette épreuve, on va pas attendre. Donc ici je préconise un rush de 20 minutes où on va vraiment courir dans toute la forêt, dans tout le lieu dit pour aller chercher une autre carte. Une fois cette carte trouvée, même simplement, on va essayer de trouver d'autres cartes, mais un petit peu plus discrètement, c'est-à-dire qu'on reste quand même sur nos positions, on ne prend pas de risques inutiles pour être pris en duel bêtement.
N'oubliez pas que vous n'avez qu'une seule carte pour l'instant à votre actif. À l'issue de ces 20 autres minutes, vous aurez fait un tas que vous allez enterrer dans la terre. Vous allez faire bien attention à ne pas attirer la convoitise des autres adversaires et à bien le cacher, parce que ce tas de cartes va vous être utile, surtout pour les 20 dernières minutes. Car en effet, pendant les 20 dernières minutes, c'est là que les chasseurs vont se révéler, ceux qui ont choisi la première possibilité, qui est pour moi la mauvaise. Et si vous avez le malheur de tomber sur un chasseur lors de ces 20 dernières minutes, eh bien ce tas de cartes va vous permettre de reprendre une carte au cas où si jamais vous avez perdu l'un de vos duels, ce qui peut arriver et vous pouvez comme ça appréhender le duel beaucoup plus facilement et beaucoup plus sereinement. Bien évidemment, le désavantage, c'est qu'il faut retrouver la planque avant le temps imparti, mais ça c'est à vous de bien gérer votre temps. Personnellement, pendant ces 20 dernières minutes, je vais me laisser à découvert, je vais faire un énorme sprint, un énorme footing, en essayant de courir le plus rapidement possible, et en essayant d'esquiver tout le monde sur mon passage. Bien sûr, on ne saura pas totalement exactement combien de temps est-ce qu'on passe dans cet examen, mais il y aura des annonces comme dans l'animé, notamment à l'épreuve des badges, pour nous dire de revenir, pour nous dire quel temps il nous reste, et si possible même, c'est pas interdit, on ne sait pas encore, si on peut amener une montre personnelle, je vous le recommande. Désormais, on va parler de ma position. Personnellement, qu'est-ce que je ferais dans ce type de situation, et je vous invite à répondre à cette question en commentaire. La question peut paraître bête de prime abord, mais est-ce que, selon vous, si vous avez la possibilité d'utiliser ou d'avoir pour passer une carte 5 étoiles de type résurrection ou mortalité, élimination si vous préférez, est-ce que vous voulez l'utiliser? C'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser pendant l'épreuve et aussi hors de l'épreuve pendant la suite de l'examen. Personnellement, je dirais que non, et je vais vous expliquer pourquoi. Nous ne sommes qu'au début de l'examen, nous sommes seulement à la deuxième phase et nous venons à peine de la terminer. Utiliser l'une de ces deux cartes trop tôt nous mettrait dans le collimateur par rapport aux autres candidats qui auraient soit le mort parce qu'on a ressuscité, soit le mort parce qu'on a éliminé l'un de ses coéquipiers. Mais dans ce cas, autant l'utiliser à la toute dernière épreuve de l'examen, lors du 1 vs 1. Au moins là-bas, on est sûr, mais de chez sûr, d'éliminer la personne, vu qu'elle prend effet instantanément et on évite la 5e phase et on devient automatiquement Hunter. Donc pourquoi tu racontes de la merde? Et à ça, je vous répondrai, oui, vous avez totalement raison. Mais tout d'abord, il faudrait arriver à cette épreuve, ce qui n'est pas chose aisée. Et vivre avec une épée de Damoclès littéralement pendant l'examen Hunter sur sa tête, c'est chaud. Ce que j'aime avec cette stratégie, c'est le biais d'hésitation. Ce biais d'hésitation permet à tous les joueurs, hormis celui qui détient la carte, ou non, celui qui l'a cachée, d'avoir une emprise mentale sur les autres qui peuvent se dire « Ok, il y a un mec parmi les survivants qui détient cette carte, il peut éliminer ou ressusciter quelqu'un, on est vraiment dans la merde, je ne dois pas me fricoter avec lui, peu importe qui c'est. » Donc au final, qu'est-ce que ça va créer? Mis à part pour celui qui détient cette carte ou celui qui l'a pas utilisée et qui sait où elle est, les autres vont commencer à douter. Les autres vont commencer à se demander mais qui est réellement mon ami? Qui est réellement mon ennemi? Est-ce que je dois lui faire confiance? Et grâce à ce biais, je pourrais avancer totalement sereinement durant le reste de l'examen. Maintenant, c'est sûr que c'est un sacrifice notable à faire, mais si cela me permet de survivre plus longtemps et d'avoir à la fin ma carte de Hunter, je pourrais dire que cette technique aura au moins fonctionné. Bon voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était une vidéo peut-être assez courte ou pas du tout, je sais pas à quel point j'ai déblatéré, mais en tout cas j'espère qu'elle vous aura plu. Mettez vos commentaires pour me dire est-ce que il y a eu des choses que j'ai mal dites durant la vidéo, des choses que je devrais mieux expliquer, des arguments, contre-arguments à ce que j'ai dit. Quelle est votre façon de penser? Quelle est votre stratégie durant cet examen, durant cette épreuve notamment? Tout m'intéresse, je vais tout lire, je vais tout répondre évidemment. C'est pas comme si j'avais 100 000 milliards de commentaires. Ne vous inquiétez pas, dites-moi tout ce que vous voulez. J'y répondrai. Sur ce, passez une bonne journée. Je vous embrasse. Bisous bisous.